À 12h41, à la table du carrefour de l'info, et avant de débattre de l'actualité avec nos deux invités, le rappel en 4 titres de l'actualité de ce mardi 9 avril. Je suis innocent de toutes les accusations portées contre moi. Carlos Ghosn s'exprime dans une vidéo diffusée aujourd'hui, mais enregistrée avant son arrestation le 4 avril dernier. L'ancien dirigeant de Nissan parle de complot et de trahison, mais les noms des responsables ont été coupés au montage selon la volonté de ses avocats. Après le Grand Palais hier, Édouard Philippe est à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, à partir de 16h30, il y aura discours devant les députés pour préciser les enjeux du grand débat national. Demain, il sera devant les sénateurs et c'est aux alentours de Pâques qu'Emmanuel Macron devrait s'exprimer. La visite d'Éric Drouet au Sénat annulée. Il était invité ce matin avec une délégation de 5 gilets jaunes pour débattre de la privatisation du groupe Aéroports de Paris. Mais cette visite a été annulée pour risque de trouble à l'ordre public. Un appel à manifester cet après-midi a été lancé par le collectif Opération Spéciale Gilets jaunes. Et puis cette vague de suppression de postes à la Société Générale. 1600 emplois sont concernés, dont 750 en France. La banque souhaite notamment réduire la voilure dans ses activités de marché. Voilà, pardon, je m'éclaircissais la gorge. Allez, nos invités pour débattre avec nous de l'actualité. D'abord, Sarah El Haïry, députée de Loire-Atlantique. Bonjour. Bonjour. Porte-parole également du Modem. Et puis Romain Colas, secrétaire national du Parti Socialiste. Bonjour. On va, si vous le désirez, aborder le Carlos Ghosn. Vous l'avez peut-être vu et entendu dans cette vidéo qui a été, je le reprécise, enregistrée peu de temps d'ailleurs avant son arrestation la semaine dernière, simplement diffusée aujourd'hui. Il crie au complot, il crie à la trahison, il crie également à la conspiration et se dit innocent de toutes les accusations portées contre lui, sans nommer les responsables. En tous les cas, ça a été coupé au montage. Votre avis, Sarah El Haïry, sur cette vidéo et sur les propos de Carlos Ghosn? Le plus important, je pense que c'est nécessaire de le rappeler, il y a toujours une présomption d'innocence. Ça, c'est la réalité. Il n'a toujours pas été condamné. Il est dans une situation où il se défend, où il fait une vidéo. Le plus important pour nous, c'est de dire il y a une indépendance de la justice japonaise, ils ont une souveraineté. Aujourd'hui, il a la protection, évidemment, de nos représentants diplomatiques, parce que c'est également un justiciable français. Maintenant, il est dans un comportement de défense. Les sujets qui lui sont... en tout cas, les accusations sont quand même graves, lourdes. Quand on parle de fraude, eh bien, c'est un coup de canif dans le pacte républicain, encore plus dans la période actuelle. Plus que jamais, il est nécessaire d'avoir un éclairage, mais la justice est en cours. Donc, j'ai envie de dire, cette vidéo, on l'entend, on voit les difficultés d'expression. Moi, j'ai bien entendu... Je vois le choix qui a été fait, la sécurité qu'ont choisi les avocats en ne mettant pas la partie avec les noms. Pourtant, ça aurait pu peut-être éclairer, l'opinion sur la situation. Alors, ils visent quand même les dirigeants de Nissan sans les nommer. On va écouter un extrait de la vidéo diffusée aujourd'hui, celle de Carlos Ghosn, enregistrée la semaine dernière. Le premier message est que je suis innocent. Ce n'est pas nouveau, je le redis, je suis innocent de toutes les charges. Je suis aussi innocent de toutes les accusations autour de ces charges. C'est une conspiration. Ce n'est pas à propos de faits précis, ce n'est pas une question d'avidité ou de dictature, c'est un complot, un coup de couteau dans le dos. C'est de ça dont nous parlons, à cause d'une fusion qui aurait menacé certaines personnes et l'autonomie de Nissan. Des dirigeants de Nissan ont joué à des jeux malsains, Romain Colas. Eh bien, il appartiendra à la justice japonaise, comme d'ailleurs à la justice française, puisqu'elle a été saisie également de faits sur dénonciation du groupe Renault, puisqu'il semblerait qu'il ait été constaté des malversations qu'aurait opéré Carlos Ghosn, mais qui est présumé innocent. Moi, je m'inscris dans les pas des paroles qui ont été celles à l'instant de Madame la députée. Donc la justice japonaise, la justice française sont saisies, elles doivent travailler en indépendance. Je n'ai pas de raison de douter de l'indépendance de la justice japonaise, même si on l'a vu sur des méthodes d'arrestation, de garde
garde à vue. On n'est pas dans les standards du droit et de la démocratie française, mais c'est un État souverain. Et puis, je l'ai dit la semaine dernière sur votre antenne, moi, je ne suis pas ému par le sort personnel de M. Ghosn. Ce qui m'importe plus, c'est l'avenir du groupe Nissan-Renault. C'est là-dessus que les pouvoirs publics français doivent se concentrer. Et évidemment, M. Ghosn bénéficie de la protection consulaire de nos représentants diplomatiques au Japon, comme tout Français lorsqu'il est à l'extérieur du territoire national. Une grande partie de l'opinion publique a pu être choquée après sa deuxième interpellation la semaine dernière, qu'elle aurait, dit-on, gardé sous le coude pour à nouveau enfoncer un petit peu plus Carlos Ghosn. Voilà, on est dans un commentaire de la forme de ces procédures parce que nous les analysons avec notre point de vue à nous, Français, nos règles de justice françaises. Et finalement, j'ai envie de dire, le plus important, et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en tant que justiciable français, les services consulaires sont vigilants au respect des droits, au respect de son intégrité physique, mais c'est un État démocratique, donc indépendance et souveraineté de la justice. Maintenant, puisque c'est très médiatisé, alors il y a des réactions, alors il y a du commentaire. Mais jusqu'à la preuve du contraire, moi j'ai confiance dans la justice française et dans la justice, évidemment, de nos partenaires japonais. Il faut que la lumière soit faite. S'il est innocent, comme il est présumé encore, eh bien, il sera totalement blanchi. S'il est condamné, eh bien, il devra payer. La responsabilité, ça sera la sienne. D'accord. En fait, Carlos Ghosn a mis son avenir entre les mains de ses avocats au Japon et aussi entre les mains de son avocat en France, Jean-Yves Le Borgne, qu'on a entendu tout à l'heure. Comme tout justiciable qui fait l'objet d'une procédure d'enquête. Je crois qu'il y a peut-être une scénarisation par la justice japonaise, parce qu'il y a une procédure accusatoire qui suit son cours. Il y a aussi une scénarisation de la part, évidemment, de M. Ghosn. C'est le cas de cette vidéo. Et je ne peux pas m'empêcher de rebondir d'ailleurs sur un des propos que nous venons d'entendre. Quand il dit ce n'est pas un sujet d'avidité. Moi, je me souviens de l'indécence des rémunérations de Carlos Ghosn lorsqu'il dirigeait le groupe Renault-Nissan. Je me souviens, d'ailleurs, ça a été annulé récemment par le conseil d'administration, du parachute doré de la retraite chapeau qu'il s'était fait voter par le conseil d'administration. Bref, j'ai un peu de mal vraiment à m'apitoyer sur la situation qui est la sienne. Ce que j'attends, c'est que les justices du Japon comme de la France avancent en sérénité, sans encore une fois me laisser impressionner par le caractère médiatique et le talent de M. Ghosn, son talent de communicant, et si je crois ce que j'en sais, le talent aussi de ses avocats japonais. Donc ça veut dire, vous êtes d'accord tous les deux au moins sur un point, la justice doit faire son travail, tant du côté de Tokyo que du côté français. On est d'accord là-dessus. Et s'il y a fraude, elle doit être sanctionnée massivement, parce que là aussi je suis d'accord avec Madame la députée. La fraude fiscale est un des fléaux, et ça fait sans doute le lien avec le sujet dont nous débattrons tout à l'heure, un des fléaux qui effectivement mine le pacte républicain, mine le consentement à l'impôt et la confiance dans nos institutions. Donc s'il y a eu fraude, elle doit être sanctionnée avec la dernière des sévérités. Alors deuxième grand thème qu'on va aborder tous les trois, le grand débat national. Hier, c'était sous l'immense verrière du Grand Palais que Édouard Philippe a remis, en tous les cas, nous a fait prendre connaissance de la synthèse des premières remontées après les 10 134 réunions citoyennes, aujourd'hui devant l'Assemblée, demain devant les sénateurs. Aujourd'hui, un discours beaucoup plus politique, mais ça veut dire aussi aujourd'hui, parce qu'on a vu pas mal de déceptions hier côté Gilets jaunes, peut-être un petit peu plus de précision, même si le discours sera aujourd'hui plus politique qu'hier. Oui, il sera plus politique parce qu'il sera à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Nous sommes les élus, nous sommes élus au suffrage universel direct. Et donc, nous arrivons presque au bout d'une démarche qui s'est voulue très ambitieuse, il faut l'avouer. Maintenant, il faut être à la hauteur de ce moment. Et être à la hauteur de ce moment, c'est être à la hauteur et être en capacité de proposer un nouveau pacte social, civique, environnemental. Moi, ce que j'attends de ce temps, de cette déclaration, c'est finalement plus de rigueur, plus de précision, plus d'axes, même si nous savons d'ores et déjà que c'est bien le président de la République lui-même, celui qui a souhaité ce grand débat, qui actera et qui proposera aux Français et aux élus les mesures... Plus de précision dès aujourd'hui, vous voulez dire ? Oui, je pense. Plus de précision, plus de cadres, précisant par exemple... Il n'y en a pas eu suffisamment hier au Grand Palais ? Je pense qu'on peut aller plus loin.
Je pense que nous pouvons aller plus loin parce que hier au Grand Palais, nous avons eu également finalement ce retour, cette restitution des garants. Et ça, c'était hyper important de comprendre quel a été leur sentiment, quelles sont les grandes tendances qui en sont sorties. Et d'ailleurs, ça a été assez intéressant de voir que la fiscalité était vraiment un des sujets essentiels. En tête. Et, bien sûr. Et donc, ça vient dire quelque chose de notre pays. Mais pas que. Nous avons également vu la question démocratique ressortir. Moi, ça corrobore ce que j'ai vécu sur mon territoire et les différentes réunions. Maintenant, c'est un cahier de doléances dans une mairie sur deux, c'est des remontées qui sont aujourd'hui posées. Il faut qu'on se retrouve tous sur le constat. Ensuite, il y aura débat sur les réponses. Et ces réponses, elles doivent d'abord être portées par celui qui a souhaité ce grand débat, c'est-à-dire le président de la République. Par contre, challengé par notre Assemblée, challengé par nos deux assemblées, mais moi je parle de la mienne, par l'Assemblée nationale. Nous avons la semaine dernière commencé à faire des propositions. Nous continuerons parce que c'est à nous aussi de défendre ce que nous avons entendu. Alors, c'est vrai que l'exaspération fiscale, ou la justice fiscale d'ailleurs, parce que certains font une différence, était hier l'un des grands thèmes, même le premier thème, émis par Édouard Philippe. Sans oublier aussi la proximité. Les gens, les gilets jaunes, les citoyens d'ailleurs de ce pays, veulent davantage de proximité, renouer, resserrer ou recréer un lien entre les Français, Romain Colas. Ils veulent évidemment. C'est très important aussi. Les citoyennes, les citoyens aujourd'hui refusent, et c'est bien légitime, que on les consulte au moment de l'élection présidentielle tous les 5 ans, et qu'entre-temps ce soit business as usual d'une certaine façon, et que les élus, le président de la République au premier chef, et particulièrement celui-là, au regard de sa pratique du pouvoir, décide de tout seul, sans rendre compte à personne, sans même consulter. Mais le biais, le vice de cette consultation, Madame la députée vient de le pointer. C'est que le président de la République, dans sa solitude toute jupitérienne, va être le seul à tirer les leçons de ce débat. Les leçons pour lui-même, les leçons qu'il voudra appliquer. D'ailleurs, ce débat, il l'a fermé en l'ouvrant, puisqu'il a dit qu'on pouvait débattre d'à peu près tout, sauf de la politique fiscale et de la politique sociale. C'est ce que vous dites Non, il n'est pas antidémocratique parce que moi je ne conteste pas l'élection d'Emmanuel Macron, je suis respectueux de la fonction du président de la République, mais il a une pratique du pouvoir qui est extrêmement solitaire. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui a conduit au mouvement des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, s'il fallait un exemple de la forme de déni dans laquelle est aujourd'hui l'exécutif et le président de la République et le gouvernement en tête, le mot Gilets jaunes, alors que c'est un mouvement qui existe depuis 22 ou 23 semaines. Le mot gilet jaune n'a pas été cité hier par un seul des orateurs à la tribune pendant les 3 heures de la grand-messe organisée sous les verrières du Grand Palais. Mais Édouard Philippe y a fait un peu référence, en disant que ces 10 000 réunions organisées en France valaient mieux que toutes les violences constatées chaque samedi. Moi, je ne fais pas l'amalgame entre le mouvement des Gilets jaunes et les délinquants qui ont cassé, qui doivent être sanctionnés. Mais il n'en faisait pas non plus. Pas de sujet, il n'en fait pas. Donc, évidemment, c'est mieux de s'exprimer dans une mairie, mais c'est bien aussi. D'ailleurs, c'est garanti constitutionnellement. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé au gouvernement et à l'Assemblée nationale qui avait voté un texte qui était contraire aux libertés publiques. On a le droit aussi de manifester. Et parfois, il faut manifester pour se faire entendre. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le mouvement des Gilets jaunes, s'il n'y avait pas eu les manifestations, il n'y avait pas de grand débat. J'ai peur, en revanche, le Premier ministre n'a annoncé aucune solution, aucune réponse, que, comme l'a dit lui-même le Premier ministre il y a quelques semaines, la fin de ce grand débat, les conclusions nous font courir un risque un peu déceptif. Parce que la vérité, c'est qu'il y a un sujet aujourd'hui qui est complètement esquivé par l'exécutif, mais c'est la volonté du président de la République, c'est l'injustice de la politique fiscale qui a conduit notamment au mouvement des Gilets jaunes, porté par le gouvernement, par le président de la République et la majorité depuis 20 mois. Les Françaises, les Français, moi je les vois dans ma mairie, je suis maire d'une commune de la région parisienne, Boussy-Saint-Antoine, n'ont pas vu la couleur, les classes moyennes, de l'amélioration de leur pouvoir d'achat. D'ailleurs, ces chiffres ne sont contestés par personne. On a eu un transfert, depuis que vous êtes de responsabilité, de fiscalité. On a fait à peu près 5 milliards d'euros, 4,8 milliards pour être précis, de cadeaux fiscaux à celles et ceux qui n'en avaient pas besoin, avec la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, avec la flat tax qui fait qu'aujourd'hui, on paye moins d'impôts sur le revenu quand on vit de ses plus-values boursières que quand on est ouvrier. Les taux sont différents. On est à 12,8 quand on est rentier. On est à 14% quand on est ouvrier d'impôt sur le revenu. C'est ça qui est au cœur de la contestation des Gilets jaunes. C'est ça qui a d'ailleurs permis qu'il y ait un soutien massif des Français au début du mouvement sur les revendications. Et c'est sur ces sujets qu'il n'y a aucune réponse et aucune volonté de l'exécutif de revenir en arrière sur des mesures qui sont aujourd'hui contestées, mais en plus inefficaces. Alors, avant que vous ne répondiez, Sarah El Haïry, puisque dans un petit peu plus de 3 heures maintenant, Édouard Philippe sera face aux députés à l'Assemblée nationale, on va écouter l'un d'eux, Sébastien Chenu, député du Nord pour le Rassemblement national. Il fustige le gouvernement. Écoutez Sébastien Chenu.
La séance d'hypnose est finie, les Français se réveillent et ont un gouvernement qui leur dit on va baisser les impôts, mais eux voient que l'essence augmente, que l'électricité va augmenter, qu'un certain nombre de mesures fiscales sont en préparation et donc par conséquent que leurs demandes vont se percuter avec la réalité. Les Français vont rien gagner de plus, donc par conséquent on voit bien que ce gouvernement, c'est un peu comme le scotch sur le coude du capitaine Haddock, ne sait pas comment sortir de ce grand débat et ce sont des annonces qui sont d'ordre symbolique, mais la réalité c'est que malheureusement les impôts ne vont pas baisser, mais par contre les taxes elles vont continuer d'augmenter. Voilà, c'est un petit peu ce que vous sembliez dire tous les deux. On va d'abord attendre vraisemblablement aux alentours de Pâques, au moment où Emmanuel Macron s'exprimera pour voir s'il décide ou pas, ou s'il tient compte de toutes ces remontées-là. Mais ce que j'ai dit également, c'est que en pleine responsabilité également, parce que je suis élu et parce que nous sommes une majorité d'élus, nous proposerons, nous créerons le débat dans cette Assemblée. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous dites vous n'avez fait que créer de l'injustice fiscale. C'est faux, parce que mine de rien, qu'est-ce qui se passe également? C'est tout l'investissement et la transformation profonde de notre pays. Moi, je suis d'accord pour dire que le 17 novembre dernier, la colère qui s'est exprimée dans notre pays, c'est pas le fruit des 20 derniers mois, c'est le fruit de plus de 2 décennies, de deux décennies de retard. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut que les salaires augmentent, c'est qu'il faut plus de justice fiscale et sociale. Et quand je dis ça, c'est pas des mots valises. Plus de justice, qu'est-ce qu'on va proposer concrètement? Plus de tranches. Parce que l'impôt le plus dur, celui qui effectivement ne permet pas à la classe moyenne de respirer, c'est l'impôt sur le revenu. Donc multiplier les tranches, c'est aussi aller vers plus de progressivité de l'impôt. C'est prendre en considération les familles. Quand vous êtes 2 à vivre sur un salaire, c'est pas la même chose que quand vous êtes tout seul. Et donc revenir sur le quotient familial, le réaffirmer, réaugmenter les plafonds, ce que les 2 gouvernements successifs, et pour le coup tout le monde en prend pour son grade, ont affaibli et ont baissé. Plus de justice fiscale, c'est quoi? C'est aussi plus de lutte contre la fraude fiscale. Et à la différence de ce que vous avez dit, quand le président de la République a dit pas de totem, pas de tabou, c'était le sujet de l'ISF. Et à aucun moment, il a dit que c'était fermé et bloqué. D'ailleurs, et je vais être très claire, il a dit que si ça ne marchait pas, si l'objectif... Eh bien non, monsieur, c'est que je sais à quel point je mettrai toute mon énergie pour y arriver. Parce qu'au moment où on a eu le débat sur l'ISF, notre position était très claire au MoDem. Nous voulions un conditionnement, c'est-à-dire tout l'argent qui est investi dans nos entreprises françaises, sur nos territoires, dans nos TPE-PME, qui garantissent les emplois. Alors oui, celui-là, il faut le sortir. Vous n'avez pas été entendu. Parce que c'est la croissance. Sauf que le président de la République a évolué potentiellement sur le sujet et on l'a entendu dans le grand débat. Et donc finalement, faire le procès de dire oui, il n'a rien compris, il n'a rien entendu, eh bien c'est faux. Moi j'espère qu'on réussira parce que c'est pour la France. Parce que nous devons sortir de cette période, de cette situation. Et nous allons dans le bon sens. Maintenant, il y a des choses à corriger et c'est peut-être preuve d'intelligence. Il écoute François Bayrou et Emmanuel Macron? Pardon? Il écoute François Bayrou et Emmanuel Macron. Eh bien, je peux vous dire qu'ils discutent beaucoup et nous portons un certain nombre de débats. Parce qu'on a entendu aussi les Gilets jaunes nous dire depuis 21 semaines que le président parlait tout seul, mais qu'il nous entend, mais qu'il ne nous écoute pas. Vous voyez la différence? Oui, bien sûr, je vois la différence. Et la différence, j'ai envie de dire, la vraie nuance, c'est est-ce qu'on prend acte ou pas? Entendre, c'est finalement que ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. Mais écouter vraiment, c'est provoquer des réactions. Ça veut dire, si la décision qui est prise n'est pas celle souhaitée, c'est d'argumenter, c'est d'avoir compris la logique. Et j'ai envie de vous dire, quand vous avez une femme, maman, à la tête d'une famille monoparentale qui vit avec 1 300 € depuis 15 ans et que son salaire n'a pas augmenté, c'est légitime de voir sa colère et de dire que oui, elle n'arrive plus à finir ses fins de mois. Eh bien, c'est elle qu'il faut entendre, à qui il faut trouver des réponses très immédiates. Et au grand sujet, tout augmente, rien ne baisse, c'est faux. Il y a de vrais investissements. C'est vrai, les impôts des plus riches ont considérablement baissé. Qui sont faits. Non, la classe moyenne, monsieur, avec la taxe d'habitation, qui paye la taxe d'habitation? Ce sont les classes moyennes. Les Français s'en sont aperçus qu'ils payaient la facture à la pompe de la baisse de la taxe d'habitation. Non, sans compter le désarroi dans lequel les élus locaux sont aujourd'hui placés parce qu'ils ne savent pas ce qui la remplacera à partir de 2020. Non. Le sujet est très clair, c'est la suppression totale. Et par contre, comment on finance ça? Parce que c'est aussi ça notre responsabilité. Parce qu'il y a 12 milliards qui se baladent. C'est de dire, nous sommes aujourd'hui à 2 900 milliards d'euros de dette. Et notre responsabilité, c'est pas de laisser cette dette à nos enfants et aux prochaines générations. C'est la raison pour laquelle 5 milliards de cadeaux fiscaux chaque année aux plus riches ne servent strictement à rien. Quel bilan en tirez-vous? Vous l'avez dit vous-même, il fallait le conditionner si on voulait que ça ait une efficacité. Vous n'avez pas été entendu. Si vous aviez écouté ma phrase jusqu'au bout, moi j'ai dit... Si ça permet d'injecter, si c'est injecté dans l'économie, alors oui, c'est bon. Si ça ne l'est pas, eh bien on conditionne. Et c'est le sujet du grand débat finalement, puisque le président de la République lui-même a dit oui, voilà la volonté initiale, et si elle n'avait pas été respectée, si l'évaluation donne les chiffres concrètement, alors nous prendrons les mesures nécessaires. Allez, dernière réaction avant de passer au troisième thème de notre débat. Romain Colas. Un tout petit mot, parce que c'est bien de s'opposer, mais c'est encore mieux de proposer. Moi, ce que je regrette, je le disais, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il a essayé de chasser son naturel, mais la nature jupitérienne revient
au galop, qui va tirer lui-même, vous l'avez dit, les conclusions du débat pour lui-même d'une certaine façon, comme s'il était juge et parti. Ce que nous proposons avec Olivier Faure au Parti Socialiste, et je pense que ce serait une bonne issue au débat, qui marquerait sa sincérité et la volonté du pouvoir, de la majorité parlementaire, d'en faire un vrai moment de démocratie. Il faudrait que nous ayons une grande conférence sociale, environnementale, qui associerait des citoyens, pourquoi pas tirer au sort, et on peut d'ailleurs s'inspirer de la méthode du grand débat, les forces syndicales, les ONG, la société civile organisée, grande conférence sociale et écologique, parce qu'on a le sentiment d'ailleurs que la transition écologique, qui est pourtant l'enjeu majeur, est passée un petit peu à la trappe de ce grand débat et a disparu des radars de la majorité et de l'exécutif, pour que ce ne soit pas le président de la République seul qui tire les conclusions, mais qu'il puisse mobiliser l'ensemble de la société. Parce que moi aussi, je veux que la France réussisse. Mais je suis persuadé que ce n'est pas par la seule volonté d'un homme, par la seule décision d'un solitaire au pouvoir, que le pays pourra évoluer. Et c'est bien la critique que je fais à la gouvernance d'Emmanuel Macron. Allez, tous les deux, troisième thème, si vous le désirez, la visite d'Éric Drouet, qui devait être reçu ce matin au Sénat, avec une délégation de 5 gilets jaunes, une visite qui a été annulée. L'objectif de la rencontre, c'était de dénoncer la vente des entreprises publiques, comme entre autres la privatisation des aéroports de Paris ou la Française des Jeux. Alors ce qui a pu choquer d'abord, c'est simplement Éric Drouet reçu au Sénat. Éric Drouet est un citoyen. Et si on lui a proposé d'être reçu au Sénat, c'est vraisemblablement qu'il a été invité par des membres de la Haute Assemblée. Et moi, je suis très respectueux. J'ai été parlementaire moi-même dans l'Assemblée de Madame. Je suis très respectueux des prérogatives des assemblées parlementaires qui doivent s'administrer librement. Est-ce que si moi, j'avais été sénateur, j'aurais invité Éric Drouet? Certainement pas, parce que je considère qu'il a eu un certain nombre de comportements, un certain nombre de propos qui sont contraires à l'idée que je me fais simplement du respect des valeurs républicaines, de l'ordre républicain auquel je suis attaché. On peut manifester, on peut protester. D'ailleurs, les droits de manifester, fort heureusement, grâce au Conseil constitutionnel contre le texte que vous avez voté, sont aujourd'hui garantis dans ce pays. Mais si j'avais été sénateur, je n'aurais pas invité Éric Drouet. Sans doute d'ailleurs, parce que la notion de trouble à l'ordre public, elle est toujours un peu floue. Mais le message qui est envoyé est un trouble, je crois, à l'ordre public lorsqu'on accueille quelqu'un qui a appelé à commettre, enfin j'ai le sentiment que c'est ce qu'a fait Éric Drouet, il appartiendra à la justice de se prononcer, des actes illégaux dans le cadre du mouvement dit des Gilets jaunes, ou en tout cas en marge. Et puis je ne considère pas, moi j'en ai rencontré des Gilets jaunes dans ma commune, j'en ai rencontré en région, je ne considère pas que ce monsieur, Éric Drouet, soit particulièrement représentatif du mouvement des Gilets jaunes. Il y a une tendance à l'autoproclamation chez un certain nombre de leaders qui viennent poser le label sur des mobilisations collectives ou individuelles à travers le pays. Bref, je ne suis pas plus ému par le sort réservé aujourd'hui à Éric Drouet que celui réservé par la justice japonaise à M. Ghosn. On va l'écouter dans quelques secondes, on écoutera son avocat. Mais d'abord, votre réaction, Sarah El Haïry, sur simplement le fait qu'Éric Drouet aurait dû être ce matin reçu au Sénat. Le Sénat est tout à fait indépendant, il invite qui il veut. Moi, ce qui me déplaît, c'est la théorie qui est en train de circuler aujourd'hui, disant que ce serait la pression de l'exécutif ou autre qui aurait fait qu'il ne serait plus invité. Ça, c'est complotiste. Ça, c'est dangereux. Le Sénat invite bien qui il veut et il en tire les responsabilités. Je veux dire, le Sénat est tellement indépendant qu'on ne peut pas lui en faire le reproche. Heureusement, c'est l'équipe de nos institutions. On a bien vu le traitement de l'affaire Benalla jusqu'au bout. Je veux dire, celui qui ose imaginer autre chose, c'est plutôt dangereux. Par contre, que M. Drouet en fasse aujourd'hui une scénarisation, ça c'est la deuxième facette de ce monsieur. Et effectivement, quand on met en danger l'ordre républicain, moi, je ne suis pas spécialement sensible au fait que cette réunion soit annulée. Alors justement, on va écouter Maître Deveul, l'avocat d'Éric Drouet, après l'annulation de la visite que ce dernier devait rendre au Sénat. Nous étions sur le point d'être reçus par Madame Catherine Fournier au Sénat, et je viens de recevoir un coup de téléphone du directeur de cabinet du président du Sénat qui vient de me dire que le rendez-vous était annulé. Je prends acte de cette annulation de rendez-vous, alors que nous étions tout à fait de très bonne composition pour discuter sur cette loi Pacte. J'éprouve une grande déception. On vous a donné les raisons ou pas ? On nous a évoqué l'ampleur médiatique de ce rendez-vous. Me semble-t-il qu'il y a eu peut-être des interventions politiques de très haut niveau pour faire barrage à ce rendez-vous.
Voilà, Philippe Deveul, qui est entre autres l'avocat de Jérôme Rodriguez. Vous tempêtez. Bien sûr, Sarah El Haïry. Parce que c'est pas sérieux. Parce que derrière ces petites phrases, c'est des insinuations. Et les insinuations, c'est mettre en danger l'équilibre de nos institutions. Vous savez, on peut être en désaccord ferme, débattre, voter. Mais ça, c'est la démocratie. C'est l'élection. Nous sommes dans un État démocratique. Laisser entendre qu'il y aurait des pressions par-ci ou par-là, c'est dangereux. Cette sénatrice, qui est notre collègue, a invité une délégation. Très bien. Moi pour la question de pacte et d'ADP, nous avons auditionné des corps intermédiaires, des personnes, des organisations syndicales, des gens qui peuvent apporter un éclairage. Elle a fait le choix de cette délégation et de sa composition. C'est une chose. Maintenant, qu'ils aient scénarisé, mis en lumière pour raconter une histoire, c'en est une autre. Ils en tirent aujourd'hui les conséquences, mais ce que vient de dire l'avocat, moi, oui, me fait pester parce que c'est remettre en question nos institutions. Vous allez conclure, Romain Colas. Bon, écoutez, moi, plutôt que le sort d'Éric Drouet, très franchement, ce qui m'intéresse, parce que je peux avoir des accords avec lui sur des revendications, au-delà de ses méthodes et de ce qu'il a pu appelé comme action contraire à la loi, je peux partager avec lui un certain nombre de préoccupations, notamment celle de cette fameuse privatisation d'aéroports de Paris. Puisque là, on est très franchement en train de brader les pépites de l'État, en train de confier aux puissances de l'argent, parce que c'est insuffisamment évoqué dans le débat public, d'importantes réserves foncières en Ile-de-France, et on comprend l'intérêt d'un certain nombre de grands groupes à ces sujets. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder qui sont les acteurs en place sur cette privatisation que je conteste. C'est Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui aujourd'hui défend cette privatisation. Il était directeur de cabinet de Dominique de Villepin, Premier ministre, lorsque les autoroutes françaises ont été privatisées. On connaît le résultat. J'ai peur qu'avec les mêmes méthodes, les mêmes protagonistes, on arrive malheureusement aux mêmes résultats qui sont funestes pour les finances publiques et pour les Françaises et les Français. Romain Colas, Sarah El Haïry, merci d'être venu débattre avec nous à la table du Carrefour de l'Info autour de 3 grands thèmes de l'actualité. Merci et je vous souhaite un excellent mardi. Dans quelques instants, l'économie avec Éric de Ritmaten qui va revenir sur la vague de suppression de postes à la Société Générale, l'un des grands sujets de ce mardi 9 avril.